Très bien, alors bonsoir tout le monde. Merci de m'inviter. Je vous remercie le Club Tyria pour cette initiative qui est remarquable euh, en sa qualité de pouvoir orienter les lauréats et Dieu sait combien ils peuvent être confus. Alors on va enchaîner avec la neurologie qui est ma spécialité. Donc on va suivre pratiquement le même menu, le même enchaînement que mes collègues. Sauf que j'ai enlevé une section, If I Were You. Je vais expliquer ça plus tard. Alors, neurologie, spécialité clinique que vous connaissez, qui traite du système nerveux central et périphérique, donc cerveau, moelle épinière et nerfs périphériques, mais aussi la jonction neuromusculaire et le muscle. Donc, ça ne s'arrête pas au nerf seulement. La spécialité en alors, je me suis un peu adonnée à ce jeu, quoique je ne suis pas très d'accord avec ce concept de décrire une spécialité en 3 mots. Pourquoi pas 4, pourquoi pas 2? Mais bon, il faut bien choisir un chiffre, donc à décrire en 3 mots. En premier, c'est une spécialité, j'ai choisi le mot profondeur, une spécialité qui nécessite beaucoup de profondeur scientifique. C'est des maladies qui sont généralement rares, qui sont difficiles à comprendre, qui sont aussi difficiles à être supportées par les malades, mais aussi il y a une profondeur aussi un peu philosophique, et là, ça a une dimension un peu philosophique, un peu psychologique, un peu littéraire aussi, religieuse. C'est un peu un carrefour où s'entrecroisent plusieurs choses, et notamment par rapport aux maladies dégénératives du système nerveux central, où on peut trouver par exemple des hallucinations, des troubles praxiques, des troubles gnosiques, des agnosies. Donc le malade va se détacher un peu du schéma conformationnel que nous avons tous et il va un peu explorer d'autres schémas et ça c'est très intéressant d'abord à documenter, c'est-à-dire, et ensuite à comprendre et à pouvoir gérer aussi. Ça peut être très difficile des fois. Ensuite, j'ai choisi le mot patience. C'est une spécialité qui demande beaucoup de patience. Pourquoi? Parce que c'est d'abord des maladies dégénératives, chroniques, donc qui demandent un suivi au long terme, parce qu'elles sont d'évolution très lente. Donc, comme je vais le dire, je vais le détailler un peu plus tard, c'est des malades projets et non pas seulement des malades. Ensuite, une patience aussi dans la pratique quotidienne, c'est-à-dire le malade, quand on le reçoit, il faut un très bon interrogatoire avec toutes les spécificités, toute la chronologie qu'il y a dans l'anamnèse. Et comme généralement c'est de vieilles personnes, donc parfois le contact il n'est pas aisé. Ensuite, nous avons l'examen clinique. Vous connaissez tous combien il peut être long, ennuyeux parfois, force de le dire. Il est difficile, mais aussi il est super intéressant parce qu'une fois qu'on le maîtrise, c'est la clé qui ouvre le monde de la neurologie. Quand on ne maîtrise pas sa sémiologie et sa clinique, on ne peut pas aller plus loin. Les examens complémentaires ne sont là que pour orienter, mais avant tout, c'est l'examen clinique. Et en dernier lieu, c'est un plaisir scientifique quotidien. Ça titille les méninges, ça nous pousse à réfléchir, ça nous pousse à lire. Et au quotidien, il y a aussi une bonne ambiance parce qu'il n'y a pas une charge de travail très très importante. Les malades sont généralement stables, donc nous ne sommes pas confrontés à un pronostic vital au quotidien. C'est vraiment rare où nous avons des crises myasthéniques ou bien des Guillain-Barré, par exemple, qui s'aggravent. Mais au quotidien, voilà, c'est agréable. C'est agréable et c'est pas très chargé.
Alors, en deuxième lieu, alors le classement et les terrains. Très bien. Alors, pour le classement, il faut être parmi les 400 premiers. Ceci dit, cela diffère entre les années. L'année تاعي, ça s'est arrêté à, il me semble, 400, 450, il me semble. Et l'année dernière, ça s'est arrêté à 300. 200 forts, voire 300. Donc, vraiment, ça diffère entre les années. Ça dépend des tendances de chaque année, bien sûr, selon les postes aussi qui sont ouverts, les autres spécialités. Mais généralement, voilà, l'intervalle, c'est entre les 400 premiers. Les terrains de stage, bien sûr, nous avons Aïtidir. Je suis résidente à l'HS Aïtidir. Ben Aknoun, Bebloued, Mustafa et l'HCA. Alors, chaque terrain a ses avantages comme ses inconvénients. Il faut juste savoir que Aïtidir Ben Aknoun, on ne fait pas le vasculaire, c'est-à-dire on ne reçoit pas les malades vasculaires à la phase, c'est-à-dire on ne fait pas de l'AVC à la phase aiguë. On peut par la suite hospitaliser le malade pour exploration étiologique, mais à la phase aiguë, on ne le fait pas. Donc voilà, ça ampute un peu l'information. Mais sinon, Mustafa Bebloued et l'HCA, ils le font. Mais bon, c'est-à-dire l'AVC en général, il n'est pas bien pris en charge en Algérie parce qu'on ne fait pas de thrombolyse, on ne fait pas de thrombectomie. Donc ça revient un peu en même, c'est juste un stress en plus. La finalité, c'est qu'on ne va pas forcément aider le malade à s'en sortir. C'est une spécialité de 4 ans de formation. Clinique, purement clinique, pas de chirurgie. L'ultime geste chirurgical que l'on puisse faire, c'est une biopsie musculaire. Voilà, ça peut s'arrêter là. Donc, spécialité de 4 ans. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est une spécialité froide. Donc, la charge de travail, il y a une charge de travail, mais il n'y a pas forcément d'urgence. Selon les services, les horaires vont de 9h jusqu'à, on va dire, 14h, 15h, 16h. Tout dépend des services. Personnellement, dans mon service, on commence à 9h et on sort quand on finit son travail, tout simplement. Alors, le travail consiste à, alors, dans mon hôpital, il y a 3 unités. Donc, femmes et enfants, hommes et femmes tout court, plus l'astreinte qui est les urgences, plus la consultation spécialisée, plus l'exploration fonctionnelle. Alors, avant d'entamer tout ça, j'aimerais préciser qu'en neurologie, nous avons des chapitres bien définis, de maladies, bien sûr. On a le grand chapitre inflammatoire, le grand chapitre de l'inflammatoire. Donc, c'est toutes les maladies neurologiques inflammatoires du système nerveux central, où c'est un entrecroisement avec la rhumatologie, avec la médecine interne, parce que nous traitons beaucoup de maladies système, type lupus, gougerot, sarcoïdose, maladie de Behçet et tout. Et bien sûr, le chef de file, c'est bien sûr la sclérose en plaques, que c'est une affection que nous voyons très souvent, que nous prenons en charge et que nous maîtrisons plus ou moins. Voilà, que nous arrivons à maîtriser. Puis nous avons le volet vasculaire, donc tout ce qui est AVC, ischémique, hémorragique, thrombose veineuse cérébrale. Malheureusement, la prise en charge de l'AVC en Algérie n'est pas optimale pour des raisons que j'ai suscitées, c'est-à-dire il n'y a pas de thrombolyse, pas de thrombectomie, que dans de rares services. Et c'est-à-dire le problème n'est pas seulement forcément les services, mais aussi tout ce qui est en pré-hospitalier. Le malade n'est pas forcément orienté directement vers un service de neurologie, l'AVC n'est pas forcément directement suspecté, et le temps qu'il arrive, il aurait dépassé les délais. Donc c'est aussi un problème de société avant qu'il soit un problème propre à la spécialité. Puis nous avons le grand volet épilepsie. Épilepsie, donc
C'est un volet qui est difficile à comprendre. Mais une fois compris, une fois le malade pris en charge, il s'agit d'ajustement thérapeutique généralement. C'est-à-dire une fois le diagnostic est posé, le reste en découle. Voilà, et si on arrive c'est-à-dire à établir une bonne stratégie thérapeutique, généralement le malade s'installe. Ensuite, nous avons le volet périphérique qui traite des nerfs périphériques. Pour un peu vulgariser, nous avons la PRNA et la PRNC, la PRNA qui est le Guillain-Barré, mais aussi plusieurs autres affections. Nous avons aussi le volet donc jonctionnel, tout ce qui est jonction neuromusculaire, et le volet myologie. Le volet myologique qui est un volet qui est très difficile. C'est des maladies dont on n'aurait même pas soupçonné l'existence étant externe. C'est des maladies rares plutôt, qui demandent des tests génétiques pour le diagnostic. Sinon, on reste dans des présomptions diagnostiques sans plus. Certaines maladies ont des traitements prometteurs, une chouffe l'efficacité, d'autres un peu moins, d'autres pas du tout. Donc voilà, ça devrait être une spécialité à part, je dirais, la myologie. De toute façon, c'est l'opinion qu'on partage entre nous, neurologues. La myologie devrait être probablement séparée. Ensuite, nous avons le volet dégénératif, bien sûr, tout ce qui est démence, syndrome confusionnel, syndrome extra-pyramidal, le Parkinson, la maladie d'Alzheimer, la démence frontotemporale, la démence à corps de Lewy. Donc, c'est tout un volet. Généralement, ce sont de vieilles personnes qui consultent pour des troubles de la mémoire ou bien une rigidité. Et on pose le diagnostic et nous proposons les traitements dont nous disposons. Voilà, donc pour les grands chapitres, après bien sûr d'autres sous-chapitres en découlent, mais en gros ce sont les grands chapitres que nous traitons. Alors pour les gardes, pour rebondir un peu par rapport à la nature de travail, donc j'ai parlé du service, du travail au service, et on va parler des gardes. Alors, Aitidir et Benaknoun, nous faisons une astreinte de 9h jusqu'à 16h, puis l'astreinte est fermée et la garde se transforme en une garde de service, c'est-à-dire vous êtes dans votre chambre de garde et s'il y a un problème par rapport aux malades qui sont hospitalisés à votre niveau, vous gérez le problème. Mais sinon, vous ne recevrez pas d'autres malades durant votre garde, c'est-à-dire d'autres malades externes. Et généralement, la garde... il n'y a pas forcément d'urgence neurologique, mis à part les malades qui sont instables par rapport à certaines affections neurologiques qui demandent un monitoring ou là, des fois des crises myasthéniques, des fois des Guillain-Barré, des fois des malades que nous mettons sous un traitement spécifique, par exemple le rituximab ou là, oui, il faut un monitoring et un suivi. Mais sinon, la garde, on fait de la médecine générale, c'est-à-dire ce que nous gérons, c'est les pics hypertensifs, c'est les hyperglycémies, c'est le céphalée, voilà, les mal digestifs, etc. Voilà, en gros, mais par contre, Mustapha Babelwed, je sais que ce sont des gardes de 24 heures. Voilà, surtout à Mustapha, où apparemment c'est assez chargé par rapport aux autres terrains. Babelwed, apparemment, c'est beaucoup plus léger. D'abord parce qu'ils sont en manque d'effectifs. Que ce soit par rapport aux résidents, il y a beaucoup de résidents certains résidents qui ont démissionné, d'autres... je pense qu'il me semble qu'ils ont fait un transfert, mais aussi par rapport aux assistants et aux profs. Donc, ils sont vraiment en manque d'effectifs et ça pourrait déranger un peu parce que quand on est résident, on cherche la formation et non pas la charge du travail. Donc, s'il n'y a pas d'assistant, il n'y a pas de prof, il n'y a pas d'encadrement et ça, c'est un peu désolant. Par rapport à l'HCA, là, je n'ai pas d'idée. Franchement, il faudrait demander ailleurs. Alors, on va un peu avancer. Donc, pour la troisième question, avantages et inconvénients. Très bien. Alors, pour les avantages, bien sûr, je vais vous vanter un peu ma spécialité.
Alors, comme je l'ai dit, c'est une spécialité clinique qui est calme, qui est propre, qui est élégante parce que ما كاش الدم ما كاش الوسخ ما كاش il faudrait le dire. Elle fait dans la qualité plus que dans la quantité. C'est-à-dire, nous, par exemple, la garde, nous ne recevrons pas tous les malades. La garde se fait avec un résident et un assistant. Les malades se présentent avec des lettres d'orientation. Donc, mais si non, il faudrait qu'il soit adressé par un autre médecin, médecin généraliste ou là, qui aurait jugé qu'un avis en neurologie est indispensable et qui nous l'oriente. Donc, vraiment, les malades sont triés. Le maximum que l'on puisse voir, vraiment, le maximum de patients par jour, ça serait 20 patients par jour, mais c'est vraiment le maximum. Mais sinon, on voit un nombre réduit de malades, mais chaque malade prend une durée c'est-à-dire une durée considérable. Vous savez bien que l'examen clinique il prend beaucoup de temps, l'interrogatoire, puis un peu retracer les résultats des examens complémentaires, présenter à l'assistant, discuter, décider s'il doit être hospitalisé ou là on demande d'autres choses ou là il sera orienté en consultation. Voilà. Donc on ne fait pas dans la quantité, on ne fait pas dans la santé publique, c'est vraiment spécialisé. Les malades sont des malades projets parce que c'est des maladies généralement chroniques à évolution très lente. Donc c'est pas un malade que vous allez voir une ou deux fois comme au khlas. C'est des malades que vous allez voir très souvent. Il y a des malades qui viennent pour des cures mensuelles, pour des cures bimensuelles, trimestrielles, ou là. Et même si c'est pas pour des cures, vous les revoyez durant le rendez-vous de contrôle. Des fois, on faut le malade chaque mois, voire chaque 15 jours, et avec un ajustement thérapeutique à chaque fois, et on suit l'évolution. Donc, si vous pensez que il dit un malade, vous le voyez sur place, vous lui réglez son problème et il part content chez lui, ce n'est pas en neurologie que l'on voit ça. Voilà, donc il faut se mettre dans la tête que ce sont des malades projets. Des malades projets. Ça titille les méninges et ça oriente l'esprit vers la réflexion approfondie et la lecture continue. Évidemment, la neurologie, elle est très complexe. Elle est difficile à comprendre, hein, il faut l'admettre. Ce sont des maladies rares que l'on voit pas souvent, donc déjà, nous n'avons pas une bonne base de données sur les maladies rares. Puis quand on cherche, on est un peu perdu dans la littérature scientifique parce qu'il y a beaucoup de choses à lire, surtout quand il s'agit de maladies héréditaires où là, oui, il y a 1001 gènes et 1001 mutations, et allez-y faire le tri. Donc, voilà, ça demande beaucoup de réflexion. Donc, pour les gens qui aiment ça, c'est excellent. Vous serez vraiment servis. Domaine en ascension moyennement rapide, bien sûr. C'est pas un domaine qui est préétabli, c'est bon, comme par exemple, enfin, si je ne m'abuse, vous allez confirmer ça, mais les cardiologues, mais on dit par exemple qu'en cardiologie, maintenant, c'est beaucoup plus axé sur les stratégies thérapeutiques, les nouvelles molécules, etc. Mais la physiologie, elle est déjà établie et c'est-à-dire, il n'y a pas forcément autre chose à découvrir, entre guillemets, bien sûr. En neurologie, c'est pas le cas. Donc, au contraire, كل ما تزيد la technologie تطور, كل ما عندنا de nouvelles découvertes qui nous orientent vers, enfin, qui orientent la stratégie تاعنا. La littérature scientifique qui s'enrichit chaque jour, bien sûr. L'exploration fonctionnelle qui est assez riche. Donc, nous avons l'électroencéphalogramme, l'électroneurommyographie. Nous avons les potentiels évoqués. Donc, les trois grands axes. Les potentiels évoqués, bien sûr, visuels, auditifs et somesthésiques. Donc, les trois, le neurologue, il doit connaître ça et il doit maîtriser. Maîtriser pour la relecture, pour l'interprétation, mais aussi maîtriser, c'est-à-dire manuellement, techniquement, il faut le maîtriser parce que ce soit l'hôpital ou le privé, on en a besoin. On peut pas, des fois, on peut pas travailler carrément, on est bloqué sans un MG ou là sans EEG. Alors, et pour les avantages scéniques, pas d'examen intercalaire. On a un examen en première année, un examen en DEMS. Alors, pour l'examen de première année, il faut savoir qu'en neurologie, la première année,
comment ça s'appelle? Le programme, il est axé, le programme, il est axé sur la sémiologie. Donc, on fait beaucoup de sémiologie, on revoit toute la sémiologie. En troisième année. Donc, vous êtes obligé de le revoir, mais bien sûr de manière beaucoup plus spécialisée, revoir bien sûr d'autres références qui sont beaucoup plus spécialisées. Et l'anatomie, il faut la connaître, mais surtout c'est l'anatomie fonctionnelle. Parce que nous ne sommes pas des radiologues, nous ne nous intéressons pas par exemple au rapport anatomique ou là l'os frontal شحال من ساعي عنده شحال من tubercule عنده, c'est pas ça, mais on s'intéresse à l'anatomie fonctionnelle, c'est-à-dire par exemple le tronc cérébral, واش من les noyaux اللي عندي, et le كان يتقاس le tronc par un AVC ou là, qu'est-ce que j'aurai comme répercussion? Vous comprenez un peu. Donc, c'est le cas. Donc, vous allez faire de la sémiologie plus des conduites à tenir par rapport aux urgences. Donc, il faut maîtriser les urgences, les états de mal épileptiques, les crises myasthéniques, les syndromes confusionnels, etc. Alors, pour les inconvénients, donc c'est une spécialité qui fait dans le froid, donc vous n'aurez pas de pics d'adrénaline quotidien, hein, et ça, il faut le dire, c'est pas le cas. Mais vous aurez des pics d'adrénaline en lisant un article et en découvrant quelque chose. Voilà, entre parenthèses. Les diagnostics, ils sont un peu aisés, donc c'est un peu difficile de poser un diagnostic. Des fois, on lance tout, on fait tout, c'est-à-dire tout ce dont on... Comme les examens complémentaires qui sont à notre disposition et on n'arrive pas à un diagnostic et puis on fait sortir enfin de l'obolus le malade et on le fait sortir et c'est l'évolution qui va trancher parce que c'est des maladies qui évoluent de manière très très lente, donc il se peut que au temps X il a développé certains signes, mais il faut le voir le temps Y où il aurait développer d'autres signes cliniques, d'autres éléments pour poser un diagnostic. Donc, des fois, c'est des diagnostics aussi rétrogrades. Alors, les stratégies thérapeutiques encore limitées, généralement au Chadna, en Algérie ou là ailleurs, généralement doro, et on finit par donner un bolus de corticoïdes, et si ça ne marche pas, c'est les immunoglobulines, voilà la plasmaphéreuse. Et le problème se pose plus en Algérie qu'ailleurs parce que les molécules ne sont pas forcément disponibles. Même par rapport aux immunosuppresseurs et tout, nous avons eu des malades sclérose en plaques en échappement thérapeutique qui demandent un traitement de deuxième ligne où le natalizumab n'était pas disponible et ils ont arrêté durant 6 ou 7 mois et ça a aggravé leur handicap. Donc ça, c'est un problème. Les malades sont des malades projets, alors je l'ai mis les inconvénients, les avantages, parce que tout dépend de ce que vous voulez. Personnellement, en choisissant, je voulais que ce soit des malades de projet. Je n'aime pas faire dans la quantité, j'aime faire dans la qualité. Donc tout dépend. Tout dépend ce que vous voulez. Nous avons aussi un problème d'encadrement parce qu'il y a peu d'assistants, peu de profs, vu que la plupart soit le privé ou à l'étranger ou là. Donc il y a un petit peu ce problème d'encadrement, mais bon, j'imagine que c'est partagé entre différentes spécialités, hein. C'est pas seulement propre à la neurologie. Et enfin, l'examen de première année et de DMS sont des plus difficiles, il faut l'admettre. Alors, spécialité et le futur. On a la possibilité de bénéficier de stages à l'étranger durant son résidence. J'ai l'exemple de 2 résidents étudiants qui sont partis, pour 1 an et un autre qui est parti pour 6 mois. Et c'est comptabilisé les années de résidence, c'est-à-dire ils n'auront pas à refaire 1 an ou les 6 mois quand ils reviennent, mais bien sûr c'est avec l'accord du chef de service ou chef de CPRS. La carrière hospitalo-universitaire qui est bien sûr intéressante parce que les maladies lourdes, vraiment de diagnostic peu aisé qui est difficile et tout, on ne les traite pas dans le privé. C'est à l'hôpital. Donc l'hôpital, vous serez toujours stimulé scientifiquement et c'est ce que demande la neurologie en fait. Le secteur privé qui est moyennement rentable, bien sûr, mais chez qui m'a la cardio ou la je sais pas, la radio ou la gastro. Mais c'est pas aussi mort, c'est-à-dire normal. Ceux qui remplacent le privé ou là disent que
c'est assez rentable. Mais bien sûr, pour que ça soit encore plus rentable, il faut maîtriser l'exploration fonctionnelle. Un cabinet de neurologue qui fait pas de GELA, de NMG ne sera pas aussi rentable que celui qui le fait. Alors, en dernier lieu, donc bonus et conseils. Voilà. Juste pour vous dire que j'ai enlevé avec la section If I Were You, parce que pour moi, If I Were You, chacun doit décider selon sa propre personne, selon son cheminement, la réflexion, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il cherche et ce à quoi il aspire. Alors, en dernier lieu, j'aimerais dire que avant de choisir une spécialité, il faudrait comprendre ses propensions scientifiques. C'est-à-dire, à quoi qu'est-ce que vous voulez exactement? Est-ce que vous avez plutôt une réflexion, je dis toujours ça, une réflexion chimique ou la physique? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes dans les interactions, dans le moléculaire, dans le particulier, ou là vous êtes plutôt dans tout ce qui est physique, mécanique? Si c'est physique, mécanique, c'est généralement beaucoup plus une réflexion propre à la chirurgie. Où là aussi, bon, la neurologie partage les deux types de réflexion. Mais si vous êtes un peu dans l'autre type de logique, peut-être que vous êtes un peu plus dans l'endocrinologie, dans la néphrologie. Enfin, il me semble que l'on puisse un peu diffuser la réflexion dans ce sens. Donc, il faudrait comprendre où chaque habit exactement. Est-ce que faire de l'anatomie jour et nuit, tous les jours, ça peut vous causer problème ou là là là? Est-ce que N plus, يطلع ou K plus يهبط ou je ne sais quoi, est-ce que ça vous dérange? Donc, c'est à vous de voir. Personnellement, quand ça parle d'hypercalémie, hypocalémie, je comprends plus rien. Donc, je laisse ça à Jamal, il va venir un peu plus tard. Connaître ses propres limites pour ne pas s'aventurer à porter un poids plus lourd que ne pourraient tenir ses épaules. Donc, c'est ça. Des fois, on est sublimé un peu par une spécialité qui nous paraît très, très belle, où on se sent un peu le héros, peut-être, ou là. Est-ce qu'on peut la supporter au quotidien? Est-ce qu'on peut apporter quelque chose au quotidien? Est-ce qu'on ne va pas sombrer au quotidien? Parce que aimer par exemple la chirurgie, mais ne pas supporter de rester 8 voire 10 heures durant la journée full bloc et ça va entraver la vie personnelle et tout, est-ce qu'on peut faire ça? C'est un mode de vie qui nous émerveille ou auquel on inspire ou là là là. Donc, il faudrait un peu voir. Et vice-versa, est-ce qu'une spécialité, par exemple, comme la neurologie, qui est plutôt froide, qui est plutôt, où il maquille les urgences, où les malades, c'est des malades lourds que l'on doit suivre au long terme, est-ce que vous avez cette patience ou là là? Il ne s'agit pas seulement d'aimer la neurologie comme science, mais il faudrait l'aimer aussi comme pratique. Donc, c'est à vous de voir et c'est à vous de connaître vos propres limites. Il faut se l'avouer un peu des fois. Et enfin, avoir foi en les caprices du destin. J'y crois profondément parce que des fois, de simples rencontres, je sais pas, une idée, une histoire, هكذا يجيك شعاع et la voix تبان لك وحدها. Donc il faut avoir foi parfois. Alors voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une excellente réussite. Inch'Allah, ça ira. Beaucoup de courage. Vous n'avez rien à prouver à personne. Vous travaillez pour vous-même, donc ne portez pas sur vos épaules un poids plus lourd et restez concentrés. Et Inch'Allah, ça ira pour vous tous. Inch'Allah, je vous verrai en neurologie maintenant. Alors, s'il y a des questions, s'il vous plaît, vous pouvez les poser. Alors, est-ce qu'un neurologue, il peut neurochirurgien sans revoir l'examen de résident? Ben non. Soit tu es neurologue, soit tu es neurochirurgien. C'est comme ça. C'est dommage, j'aurais aimé être les deux, mais c'est comme ça. C'est deux spécialités à part. Après, il y a des neurologues qui bossent dans des services de neurochirurgie et ça peut être intéressant, mais il ne sera jamais neurochirurgien. Alors, est-ce qu'il y a des terrains où les examens neurophysiologiques ne sont pas disponibles? Alors, je te répondrai à les terrains où il y a la Libre qui sont disponibles. Ben Aknoun, Mustafa, HCA bien sûr, Beblouad ou la Roche, je n'ai pas d'idée. Mais ATD, Ben Aknoun, Mustafa et l'HCA, de Kayne les examens. L'exploration fonctionnelle Kayne.
Ce qui est bien, par exemple, Black Nose, c'est que vous avez un service de rhumatologie et de rééducation juste à côté. Surtout par rapport au service de rééducation, directement tu envoies le malade, que ce soit pour des injections de toxines botuliques ou là simplement pour la mobilisation et tout. Donc ça c'est bien. Quoi d'autre? Tu n'as pas d'idée sur le service civil. Alors le service civil, généralement, soit tu fais de la médecine générale durant ton service civil, soit tu fais beaucoup de vasculaire. Mais comme la formation TAC, tu n'aurais pas fait beaucoup de vasculaire pour les raisons suscitées, donc là, il y a une petite cassure, on va dire. Mais bon, tu peux gérer. Tu peux gérer, mais tu vas pas apporter grand-chose aux malades et c'est ce qui est frustrant. C'est-à-dire, on sait que les maladies neurodégénératives, ما نقدروش نديروا لهم grand-chose par manque de moyens. Parce que le développement scientifique هذا واش يمدلك, mais quand il s'agit du vasculaire, على بالنا بلي non, normalement كاينين la science لحقت وين عطات لك des solutions. Donc c'est un peu frustrant de ne pas pouvoir donner les solutions les malades. Alors ça sera tout pour moi. Allez, au plaisir.